Quand on est joueur de basket, il y a un avant et après la draft. Ce soir-là, quand le commissionnaire de la plus prestigieuse ligue du monde prononce votre nom, tout change. Le regard des gens, le code postal, le compte en banque. C'est le premier jour d'une nouvelle vie. Tous ceux présents dans la salle le savent. Ce moment singulier, ces joueurs l'ont rêvé depuis l'enfance. Depuis les premiers gymnases poussiéreux, depuis les premières sorties sur les playgrounds, en été comme en hiver, pour shooter seul sous le lampadaire. Le 17 juin 1986, au Felt Forum du Madison Square Garden, 162 joueurs s'apprêtent à vivre ce moment, le premier jour de 162 nouvelles vies. Ce que ces joueurs ne savaient pas, c'est que pour beaucoup d'entre eux, ce premier jour serait aussi le dernier. Des destins brisés, des carrières anéanties, des vies perdues. La draft 1986 ne ressemble malheureusement à aucune autre. Et pour cause, alors qu'elle aurait dû être une des drafts les plus mythiques de tous les temps, elle est désormais connue comme la draft la plus maudite de l'histoire de la NBA. Dans les années 70, la Ligue est à l'agonie. Les finals sont diffusés en différé, les salles sont à moitié vides et 70% des franchises sont déficitaires. En d'autres termes, le basketball américain traverse la pire crise de son histoire. Mais en 1979, la dynamique s'inverse. Magic Johnson et Larry Bird débarquent dans la Grande Ligue et ravivent une rivalité historique des années 60. Los Angeles versus Boston. Le Showtime contre la Celtic Pride. Les Lakers face aux Celtics. Chicago Bulls pick Michael Jordan of the University of North Carolina. 5 ans plus tard, un gamin de Caroline du Nord débarque à Chicago et réécrit les règles du jeu. Jordan, Magic, Bird. 3 hommes qui, en l'espace de 5 ans, change la trajectoire d'un sport tout entier. C'est dans ce contexte que prend place 2 ans plus tard la draft 1986. Cette cuvée, les observateurs la comparent déjà à celle de 1984. La draft de Jordan, de la Juwan, de Barkley. Le schéma cette année-là semble identique. Un intérieur dominant qui sait tout faire, Brad Daugherty, pivot de North Carolina. Et derrière lui, un arrière ailier que tout le monde s'arrache. Athlétique, explosif, capable de prendre feu en un seul mouvement. Les scouts le comparent déjà à Michael Jordan. Red Auerbach le premier, Len Bias. Pourtant, ni l'un ni l'autre ne fera la carrière souhaitée. Mais ils sont loin d'être les seuls. 2 cas ne suffisent pas à faire de cette cuvée une draft maudite. Le mal est bien plus profond et bouleverse malheureusement bien plus de destins. Dans beaucoup de cultures, le chiffre 11 est spécial. Coincé entre le 10 de la perfection et le 12 de la complétude, le 11 représente l'instabilité. Le chiffre qui dérange, qui ne trouve pas sa place, qui annonce un déséquilibre. 11. C'est précisément le nombre de joueurs dont le destin a basculé après cette nuit du 17 juin 1986. On pourrait mentionner Kenny Walker, par exemple, choisi en 5 par les Knicks, dont le plus beau moment en NBA restera un dunk contest réussi. Mais les 10 autres histoires n'ont rien d'habituel. On ne parle pas simplement de bust, mais de véritables joueurs maudits. 3 d'entre eux tombent entre le pick 3 et le pick 7 ce soir-là. 3 jeunes hommes au talent immense, mais déjà rongés par le même mal. Pourtant, leur carrière sur le papier n'avait aucune raison de s'effondrer. Chris Washburn, pick numéro 3, devait être une certitude derrière Daugherty et Bias. À North Carolina State, il humilie même le futur numéro 1 de la draft et son équipe. 26 points et une victoire qui parfait sa réputation. Mais la nuit, pendant que ses coéquipiers dorment avant l'entraînement,
Washburn sombre dans la drogue. 3 mois après ses débuts en NBA, une première désintox. Après 2 saisons, 72 matchs et seulement 3 points de moyenne, il est banni à vie après un 3e test positif. S'en suivra une descente aux enfers jusqu'à la rue. Une vie de SDF à Houston, à chercher de la nourriture dans les poubelles, après des années rongées par la dépendance. Il remontera doucement la pente à la fin des années 2000, mais restera un des plus gros gâchis de l'histoire du basket. Pas loin derrière lui au classement, William Bedford, pick numéro 6, débarque avec un physique de rêve, 2m13 et de véritables pattes de velours avec le ballon. Le profil parfait pour Phoenix. Mais de nouveau, la drogue gâche le destin d'un surdoué. I never played one game in the Mid-South Coliseum without marijuana, without being high. I never played one. There was no way I could run out on the floor with all those people watching me play. Transféré, puis testé positif en 1988, il choisit la désintox plutôt que la suspension et regarde ses Pistons devenir champion NBA depuis son lit de traitement. Il reviendra à temps pour un second titre en tant que simple figurant. Mais sa carrière s'éteint en 1991. Le pire va suivre. Des arrestations en cascade et une peine de 10 ans de prison en 2003 après que la police ait retrouvé 11 kilos de marijuana dans sa voiture. Depuis sa sortie en 2012, Bedford tente de se reconstruire en coachant chez lui à Memphis. Enfin, Roy Tarpley, pick numéro 7, est le seul dont la carrière décolle. Six Man of the Year en 1988, 18 points et 13 rebonds de moyenne en playoff cette année-là. Tarpley a tout d'un très grand. Sauf que le pivot est suspendu puis banni en 1991 pour un contrôle antidrogue positif. La NBA lui offre une seconde chance en 1994, mais ce dernier ne respecte pas ses engagements. En 1995, il est banni, cette fois pour de bon. Il meurt en 2015 à 50 ans d'une insuffisance hépatique, principalement causée par ses excès. 3 pivots dans le top 10 d'une même draft et 3 carrières anéanties par le même poison, à quelques mois d'intervalle les unes des autres. Une simple malédiction ou les premiers signes d'un mal bien plus large? Tous n'ont pas sombré dans la drogue. Certains ont simplement vu leur talent disparaître autrement, rongés par un corps trop capricieux ou par un contexte géopolitique tendu. En 24e choix, Portland sélectionne Arvydas Sabonis. Pour les plus jeunes, c'est le papa de Domantas. Les plus anciens, eux, se souviendront du joueur monstrueux que fut le Lituanien dans les années 80. Le problème, c'est que la Lituanie fait à l'époque partie de l'URSS. Et pour le bloc soviétique de l'époque, alors en pleine guerre froide, laisser un de ses joyaux jouer aux États-Unis relève de l'impensable. Ce n'est que 9 ans plus tard, après 2 déchirures du tendon d'Achille et l'effondrement de l'URSS, que Sabonis découvrira la NBA, à 31 ans. Bien trop tard pour espérer une carrière à la hauteur de son talent, lui qui constitue aujourd'hui un des plus grands what-if de l'histoire de la Grande Ligue. Brad Daugherty, lui, n'a aucun obstacle politique. Il n'aurait pas dû avoir d'obstacle tout court, à vrai dire. Premier choix de la draft, il a tout pour réussir. Le talent et une franchise de Cleveland qui se reconstruit entièrement autour de lui. On pense d'ailleurs que la malédiction ne le touche pas. 5 sélections au All-Star Game, meilleur marqueur et meilleur rebondeur de l'histoire des Cavaliers à cette époque. Des records que personne ne battra avant une vingtaine d'années. Mais à 28 ans, en pleine force de l'âge, son dos cède. L'intérieur enchaîne les blessures et ne peut plus poser le pied sur un parquet NBA. Une fin de carrière prématurée à seulement 28 ans, qui laisse d'immenses regrets et donne l'impression que personne n'échappe à cette malédiction. Pour les 4 prochaines victimes de cette malédiction,
le destin s'est montré encore plus cruel que pour les autres. Eux n'ont pas simplement gâché leur carrière, ils ont littéralement perdu la vie, dont certains alors même qu'ils approchaient l'apogée de leur carrière. Don Redden, pick 64 de la draft, lui, n'a même pas eu le temps d'exister aux yeux du grand public. Capitaine de LSU et MVP du tournoi régional qui envoie son équipe en Final Four, il est sélectionné par Denver. Il ne portera pourtant jamais le maillot des Nuggets. Le 8 mars 1988, à 24 ans, il meurt brutalement 2 mois presque jour pour jour après une autre légende de LSU, Pete Maravich, emporté lui aussi sans prévenir. 2 générations de Tigers, fauchées à quelques semaines d'intervalle. Kevin Duckworth, lui, semblait avoir échappé à tout ça. Pick 33, puis 2 fois All-Star, celui qu'on surnommait Duck pour son grand cœur, autant que pour son énorme silhouette, connaît une carrière plutôt réussie. Mais la malédiction poursuit ses proies même dans leur vie d'après. En 2008, il s'effondre dans une chambre d'hôtel en Oregon alors qu'il était venu animer gratuitement un stage de basket pour des enfants. Il avait 44 ans. Baskerville Holmes, un nom peu commun que le pick 68 de cette draft doit à sa mère, fan du détective de Conan Doyle. Ce que la matriarche ne savait pas, c'est que son fils serait lié à une histoire aussi sombre que celle qu'on peut lire dans les romans de Sherlock. Baskerville ne mit jamais un pied en NBA et tenta finalement sa chance en Europe. Quelques années plus tard, il rentre à Memphis où il devient chauffeur routier. En 1997, sa vie bascule dans l'irréparable. Il tue sa compagne avant de se suicider. Une histoire horrible, sûrement la plus sombre de cette draft. Et puis, il y a Drazen Petrovic, le pick 60, peut-être le joueur le plus aimé de cette cuvée. Enfermé pendant des années dans une Yougoslavie communiste qui refusait de le laisser partir, il finit par rejoindre la NBA en 1991. À partir de là, le gamin explose aux yeux du monde. Les Nets du New Jersey deviennent son royaume. Sa gâchette, d'une pureté rare, et son charisme conquièrent les suiveurs de basket. Ses adversaires eux-mêmes le considèrent déjà comme l'un des meilleurs arrières de la ligue. En 1993, le Mozart du basket a 28 ans. Et tout, absolument tout, s'ouvre devant lui. Mais le 7 juin, sur une autoroute allemande, noyée sous la pluie, sa voiture quitte la route. Pas de drogue, pas de scandale, juste une route, la pluie et un homme que tout le monde aimait, fauché au moment exact où il devenait celui qu'on attendait depuis toujours. De toute cette draft maudite, c'est peut-être la mort la plus déchirante. Aujourd'hui encore, son maillot est vendu par milliers, tandis que sa mémoire résonne dans le cœur de millions de fans. Se desilo, a kasnije krenete radit da bi se za Dražena, da bi se izborili za svoj život. U stvari krenete u rad za njega, da to ostane za generacije koje dolaze. Todo el mundo se acuerda de Petros. O sea, dicen que una persona vive mientras se la recuerde. Él sigue viviendo, porque se la recuerda muy mucho, pero era por eso, por toda la impronta que ha dejado. Dans cette vidéo, il y a un joueur qu'on n'a pas encore mentionné. Pourtant, c'est probablement lui qui illustre le mieux cette draft maudite. Rarement un joueur aussi attendu avait connu un destin aussi tragique. Len was special. Maybe one of the best players ever. That's the guy, you know, he was unbelievable. Well, he's a heck of a player. The transcendent player. He's one of the best players I've ever seen. Le 16 juin 1986, veille de la draft, Len Bias, prospect comparé à Michael Jordan, fait un rêve étrange. Dans ce rêve, il rate la cérémonie. Il est près de chez lui, fait du stop pour rejoindre New York à temps, mais échoue. Ce n'était qu'un rêve, mais peut-être aurait-il préféré la louper, cette soirée. Sa mère, Lonise, fait elle aussi des cauchemars depuis des mois. Dans les siens, c'est un membre de la famille qui meurt. Le lendemain,
Len Bias est bien présent au Felt Forum pour entendre son nom appelé par le commissionnaire. Il débarque aux Boston Celtics, les champions en titre. Ceux de Bird, McHale, Parrish, Red Auerbach a même sacrifié un joueur 2 ans plus tôt pour s'assurer de ce pic. J'espérais que ce soit Boston, dit Bias, sourire aux lèvres, casquette verte sur la tête. Un rêve devenu réalité. Le lendemain, le rêve se poursuit. Celui présenté comme l'égal de Sa Majesté signe un contrat de 3 millions de dollars avec Reebok. Il rentre chez lui, distribue des chaussures et des t-shirts à ses proches, puis décide le soir du 18 juin de sortir fêter sa draft avec des coéquipiers de Maryland. Vers 6h du matin, alors qu'il parle à un de ses amis, Bias tente de se lever, mais s'effondre. Les secours arrivent trop tard. À 8h55, le 19 juin 1986, Len Bias est déclaré mort. Moins de 48 heures après avoir entendu son nom au Madison Square Garden. C'est la chose la plus cruelle que j'ai jamais entendue, dira Larry Bird. Depuis l'assassinat de John F. Kennedy, jamais Boston n'avait vécu un tel drame, comparera Red Auerbach. L'autopsie tombe quelques heures plus tard et son verdict est sans appel. Intoxication à la cocaïne, ayant provoqué une arythmie cardiaque fatale. La nouvelle frappe l'Amérique comme un séisme. Même le président des États-Unis, Ronald Reagan, s'empare de l'affaire. Mais en réalité, la cocaïne ronge de l'intérieur la NBA depuis près de 10 ans. Don't do drugs. If you're doing it, stop it. Get some help. Dans les années 70, la Ligue traîne une réputation détestable. Une drogue omniprésente dans les vestiaires, des joueurs défoncés, des carrières qui s'évaporent en une nuit de fête. C'est précisément ce mal que David Stern, devenu commissionnaire en 1984, s'était juré d'éradiquer en redorant l'image de la Ligue. La mort de Bias, 2 ans plus tard, lui explose en pleine figure et l'oblige à réagir. Programme antidrogue renforcé, tests aléatoires, sanctions automatiques. C'est ce même dispositif qui piégera Washburn, Bedford et Tarpley dans les années qui suivent. Ce qui frappe le plus dans cette malédiction, ce ne sont pas les histoires, toutes plus sombres les unes que les autres. Ce n'est pas non plus le nombre de cas impressionnants recensés au sein de la même cuvée. Non, ce qui frappe, c'est l'innocence. L'innocence de ces visages ce soir de 17 juin 1986. Ce soir-là, au Felt Forum du Madison Square Garden, personne ne pensait à une blessure ou au ravage de la drogue. Encore moins à la mort. Ils pensaient à leur mère dans les tribunes, à l'enfant qui shootait seul sous un lampadaire, au rêve enfin réalisé. C'est peut-être ça, la vraie cruauté de cette histoire. Pas l'histoire elle-même, mais à quel point rien ne la prédestinait à être si funeste. Peut-être n'y a-t-il jamais eu de malédiction. Peut-être que la cocaïne, la malchance, l'époque et un système qui regardait ailleurs suffisent à tout expliquer. Les hommes savent nommer leur poison après coup. Ils savent rarement les voir venir. Mais alors pourquoi, 40 ans plus tard, continue-t-on à raconter cette nuit comme une histoire de fantôme? Pourquoi ce nom revient-il encore et encore à chaque mois de juin? Peut-être parce qu'au fond, on a tous besoin de croire qu'il existe quelque part un instant où tout aurait pu basculer autrement. Un rêve qu'on aurait pu rattraper, une route qu'on aurait pu éviter, une nuit qu'on aurait pu ne jamais vivre. Le 17 juin 1986, 162 joueurs ont entendu leur nom. La plupart ont eu une carrière. Certains ont eu une vie entière. D'autres n'ont eu, en tout et pour tout, qu'un rêve.